nous y voilà dans cet épisode avec un autre passionné de business, de session, de transmission, d'achat, vente d'entreprise. Salut Kevin Jourdan, Salut, ça va? ça fait plaisir. Je suis ravi de te recevoir, de te revoir ici dans nos studios chez Cosa Vostra. Et voilà, on va parler aujourd'hui d'un sujet intéressant qui est un sujet très en vogue dans certains milieux de finances personnelles. Je pense particulièrement à tout ce qui est mouvement FIRE, c'est-à-dire donc Financial Independence Retire Early, ce qu'on a vu ici à diverses reprises, notamment avec Victor Liora, autour de la martingale. On va parler souvent de trois grands types de revenus, des revenus on va dire plutôt actifs de ton travail, des revenus passifs, souvent ça va être de l'immobilier ou d'autres choses, et puis aussi un side business. Et nous aujourd'hui on va se concentrer sur ce side business. C'est un épisode que paradoxalement je n'ai jamais fait sur la martingale, alors que c'est un univers que je connais bien parce que moi j'ai monté pas mal de side business par le passé. Alors pas souvent des side business en tant qu'employé, mais des side business en tant qu'entrepreneur, tu vois, et des petits trucs en plus, des cartes de visite en métal, des petits bracelets en silicone, des petits side business de service, des petits side... Et en fait, avec une vraie compréhension du secteur, notamment, on en parlait juste avant, dans les business web, mais pas que, il y en a plein d'autres. Et toi, avec Dotmarket, donc dotmarket.eu, tu es assez spécialiste sur notamment l'achat-revente de ces side business. Donc je rappelle que on fait, nous, des choses similaires avec Alvo.market. On est sur des univers très complémentaires. C'est aussi pour ça que tu es là, parce qu'on est très copains avec Dotmarket chez Alvo. Je pense que de temps en temps, on est sur une petite concurrence et de temps en temps, assez souvent, on est sur des univers un peu complémentaires. Ça arrive, mais c'est hyper sain jusque-là, ouais. Et aucun doute que ça va continuer comme ça. Ce qui m'intéressait notamment, c'est une initiative que vous avez eue qui s'appelle Below 50, alors qui est regroupée, tu me réexpliqueras ça sur Dotmarket aujourd'hui, mais Below 50 était ou est un service auquel tu devais t'abonner. Tu pouvais t'abonner, c'était un abonnement payant, je crois, c'est ça ? Exactement. Pour recevoir des offres, des business below 50, donc en dessous de 50 000 euros. Exactement. C'est ça, en valo. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que sous 50 000 euros, tu te dis qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme business qui vaut moins de 50 000 euros. Plein de choses. Et il y a plein de choses. Et donc, plein de side business. On va parler de tout ça, ça te va, Kevin ? Avec plaisir. Donc, pour reposer un peu le débat autour de ça, qu'est-ce que tu entends, toi ? Qu'est-ce que tu vois dans un side business ? Qu'est-ce que ça englobe, un side business ? Ouais, on s'est souvent posé la question en interne et même, tu vois, avant de lancer Below 50, qui, comme tu l'as dit, maintenant a été regroupé sur Dotmarket, mais on y viendra peut-être plus tard, qu'est-ce qu'on allait mettre sur une plateforme à moins de 50 000 euros et pourquoi est-ce qu'on se catégoriserait en side business ? Souvent, pourquoi on parle de side business à moins de 50 000 euros, c'est qu'on a tendance à se dire, finalement, c'est un truc pas cher, forcément, un side business. C'est pas forcément vrai, parce qu'il peut y avoir un side business à 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros de valo, voire de chiffre d'affaires annuel, qui, au final, et c'est peut-être ça la vraie définition du side business, peut être fait en side. C'est-à-dire side à côté. Le exactement. Côté, donc SIDE en anglais, à côté, quoi. Donc, c'est ça. Et pour nous, c'est finalement ça la vraie définition. Et même si on a rajouté une couche financière par-dessus, parce que c'est vrai qu'au quotidien, les personnes qui ont tendance à vouloir acheter un side business ont un capital à investir dedans qui est peut-être un peu limité, mais de base, la vraie définition, ce serait tu peux le gérer à côté, et après on rajoute des critères qui font que c'est un peu plus simple à trier sur une marketplace où tu as des centaines de business. Alors le side business, finalement, ça peut être... Ça ne veut pas dire forcément quelque chose qui fonctionne tout seul. Non. Mais c'est quelque chose qui se fait en plus du temps de ton business principal, quoi. On va dire que si tu es dans un travail normal, comme un Français normal, tu travailles normalement à peu près 35 heures par semaine, c'est la loi. Certains vont travailler 39 avec des heures supplémentaires, certains vont travailler beaucoup plus. Le side, ça va être celui que tu vas faire pendant 5, 10, 15 heures, ou plus si vraiment tu es un gros vénère. Ça peut être la rôtisserie du coin de la route qui se met à un angle pour faire des poulets le dimanche midi.
Exactement. Et là, aujourd'hui, on va parler probablement plus de side business digitaux parce que c'est celui sur lequel, en tout cas, moi, je suis le plus à l'aise. Mais toi, tu as aussi une bonne expérience là-dessus. Par contre, le side business a toujours existé. Et en fait, le second job était peut-être pour certaines personnes un side business à un moment donné. Donc, Hmm. le digital a peut-être simplifié l'accès à un side business qui tourne entre guillemets tout seul par moment. Mais c'est évident qu'il ne faut pas catégoriser side business dans digital parce que tout peut être un side business. Tondre la pelouse pour un gamin après l'école, c'est un side business en quelque sorte, tu vois. Ouais, ma fille a géré je n'ai pas le droit de dire ça d'ailleurs. Elle a fait son premier anniversaire, enfin où elle faisait des petites animations, un atelier machin ce week-end. J'étais très fier d'elle parce qu'à la fin, en fait, notamment la copine pour qui elle a fait ça était hyper contente. Je trouvais ça très drôle, enfin très cool non seulement d'avoir son premier, tu sais, micro-revenu là-dessus, mais en plus d'avoir une satisfaction de la personne en face. Je sais pas d'où m'est tombée l'histoire du poulet sur les rôtisseries, mais cela dit, je pense que c'est ce genre de trucs qui peuvent être vraiment intéressants C'est évident. à voir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déjeuné avec un prof d'université à Mulhouse, Malik, si tu te reconnais, et qui avait comme projet de lancer en side business pour peut-être en faire un projet principal, un petit resto en mode cuisine, tu vois, fait le soir, le week-end. C'est un side business. Il n'y a rien de digital là-dedans, mais il y a des gens dans le quartier qui aiment la nourriture faite par cette famille. Pourquoi pas en faire un side business? Est-ce que tu as des exemples précis, vous, de side business, alors soit dans lesquels tu as opéré toi-même, soit que vous avez vendu, acheté, des trucs un peu, soit très courants d'une part, soit très originaux par ailleurs? Ouais, alors nous, on s'est spécialisé sur 3 types de side business qui en fait correspondent au type de business qu'on traite sur Dotmarket. Mais de manière générale, ceux qu'on aborde le plus ou qu'on voit passer le plus, c'est les sites de contenu. Tu sais, tout ce qui est affiliation, publicité, génération de leads, qui est d'ailleurs en plus le plus passif. Alors même si j'aime pas le terme passif, on peut peut-être parler de résiduel. Enfin, tu travailles et ensuite tu bénéficies de retombées qui perdent en proportionnalité avec le temps passé au fil du temps. Les petits sites e-commerce, ça c'est évident que c'est la majorité des side business et la période Covid a fait exploser la consommation de produits en ligne et donc aussi l'envie pour des personnes de se frotter à ça. Et puis il y a les micro SaaS aussi qui commencent à voir le jour mais qui correspondent peut-être à une audience un peu plus geek. Enfin, il faut déjà un petit background tech pour développer ton SaaS en side project, mais bon, en tout cas, on en voit arriver. Et Ça, parmi pardon, tout ça, c'est vas-y, ouais. software as a service. C'est important de comprendre. Ouais. Ça va être des choses pour certains qui connaissent comme Salesforce, Pipedrive, enfin tous les logiciels dans n'importe quel métier dans lesquels on est, chez des coiffeurs, chez des Doctolib, c'est un SaaS. Exactement. Voilà, donc ce sont des logiciels qui sont plus vendus comme à l'ancienne en payant une licence une fois et puis salut au revoir, mais qui sont payés comme un software as a service. Donc tous les mois, tu payes un abonnement. C'est une forme de martingale quand ça fonctionne bien parce que tu vas fonctionner ensuite en ARR, MRR, donc des revenus récurrents annuels, mensuels, etc., qui font que tu as des engagements et où en fait tu te dis que j'ai 100 ou 1000 clients, il n'y a pas beaucoup plus de travail et c'est très intéressant potentiellement à développer. Ouais. Exactement. Et ça, c'est un side business pour le coup qui est très en vogue sur le marché américain, sur les plateformes de revente de business digitaux. Je crois Acquire publiait ces chiffres et c'est 60% de leur listing qui correspond à des SaaS. En France, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là, mais en tout cas, ça existe. Et donc, tu posais la question tout à l'heure, c'est quoi le side business original ou... Il y a pas... On en voit passer des originaux, tu as des gens qui vont avoir l'idée de vendre un produit un peu farfelu et je me souviens de certaines de tes anecdotes où tu vendais alors les petites cartes ou les costumes. Ah ouais. Bah, tu vois, ce genre de choses. Les cartes de visite en métal, c'était vraiment un side business assez rigolo et c'est vrai que c'est très exotique, on va dire, comme approche, mais c'est vrai que c'est vraiment pour moi exactement le plein cœur du side business, quoi, le genre de truc qu'on a opéré quelque temps, qui était très rentable, qu'on a revendu un peu plus entre 100 et 200 000 euros, et qui, je pense, a été largement amorti par la personne qui l'a racheté, parce que en fait, tu as des belles positions SEO, tu as des commandes qui tombent, tu as un process de fabrication qui est bien établi. Bon, et tout le monde est content, en fait. Moi, tu vois, je l'ai lancé, je voulais plus l'opérer, ça me saoulait. On faisait des mois où on gagnait, je dis on, parce qu'après, à un moment, c'est un de mes associés qui l'a récupéré, mais on devait gagner
grand minimum en marge brute. En fait, on faisait 5 000 euros de chiffre d'affaires minimum, donc marge brute 2005. C'était à peu près 50%. Hein. La marge brute était pas très loin de la marge nette dans ce business-là. Enfin, tu vois, donc t'étais quand même sur quelque chose. Et les gros mois, tu pouvais faire 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, tu vas aller taper du 30 000 euros de marge brute. Là, c'est bien. Tu vois, là, tu es content de ton side business. Et c'est vrai que là, tu es sur un terrain de jeu international, faut quand même parler anglais, etc. Et c'est là où j'allais venir sur la question, c'est qu'on parlait de Acquire. Donc, Acquire.com, c'est un peu aussi, je pense, un de nos modèles ou un des business qu'on regarde chez Dotmarket et chez Alvo.market. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Il s'appelait microacquire.com. Donc, c'est intéressant, c'est que finalement, quand je vois le mouvement que tu fais en allant de Below 50 à réunir un peu tout ça, il y a quand même un mouvement de se dire on va remonter quand même un peu le marché parce que, voilà, nous, on est parti sur un marché avec Alvo qui était plus... d'ailleurs, on en a et on en vend des business entre à 10, 15, 20 000 jusqu'à 15 millions de valo. Mais micro-acquire est donc devenu acquire. Exactement. Ce que je vois juste, ou ce que je pressens juste, c'est que les Américains ont quand même un énorme avantage sur nous. Tu vas me confirmer ou non, hein, mais c'est qu'ils ont un play, un terrain de jeu qui est déjà énorme. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un énorme terrain de jeu, 270 millions d'habitants riches, et en plus international, parce que quand tu lances un truc aux États-Unis et que ça marche très vite, en fait, tu peux l'ouvrir facilement. Nous, on parle français, on a de la chance, hein, on pourrait être hongrois, ou portugais, mais on a, et encore les portugais, ils ont les brésiliens, mais c'est pas exactement là. Mais on a que 70 millions d'habitants. C'est quand même un truc qui va pas en notre faveur. Ça réduit le marché, c'est évident. Ça le sécurise aussi. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas Acquire bien installé en France, il n'y a pas Flippa en France, il n'y a pas Empire Flippers en France, que tu dois connaître aussi, qui opère sur le marché US, pour avoir échangé beaucoup avec eux ces dernières années, et même avoir voulu en 2017 lancer une franchise Empire Flippers en France, le marché français et de manière générale le marché européen les intéresse pas tellement par leur taille et par la segmentation et la nécessité finalement d'adapter chaque marché pour avoir un volume qui est toujours plus petit que l'intégralité du marché anglophone et sur lequel ils peuvent entre guillemets systémiser, processiser tout. Donc c'est à la fois une limite pour nous, c'est évident, et j'imagine que pour Alvo, l'enjeu est le même à terme, c'est d'aller conquérir des marchés européens et peut-être un petit peu d'anglophones, mais nous, sur Dotmarket, on a plutôt une vision de allons jouer sur les marchés européens pendant que les Américains s'entretuent entre eux sur le marché anglophone. Et donc, cette limite est en même temps une sorte de barrière de sécurité, en tout cas pour lancer. Est-ce qu'elle perdurera ? On verra. Mais aujourd'hui, elle est à la fois positive et négative. Ouais, donc c'est vrai que ça peut être une forme d'avantage, en effet, un peu sécurisé, puis notamment d'avoir des petits, parce que tu dis sur un très gros marché, quand tu as un truc tout petit, c'est peut-être pas très rassurant, alors qu'en France, te dire des choses entre 20, 30, 50 000 euros, en effet, ce sont des opportunités réelles. Qui crée ces side business et alors, la question, c'est que nous, là, on va parler d'en racheter éventuellement, mais comment on les crée sinon et pourquoi il y en a qui créent, il y en a d'autres qui rachètent, quel est le sens là-dedans et pourquoi les gens vendent? Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça? Ouais, bien sûr. Tu sais, c'est comme avec t'as déjà dû en parler plusieurs fois dans tes épisodes. Il y a des gens qui sont faits pour créer des boîtes et il y en a qui sont faits pour les scaler. Tu m'as vu sourire parce que j'ai ce problème, moi, j'ai ce handicap, c'est que je suis fait pour créer des boîtes et que je pense que ceux qui savent les scaler gagnent plus d'argent. Mais les side business, c'est pareil. Il y a des très grosses communautés qu'on appelle les communautés de makers, par exemple, qui sont des communautés qui sont géniales parce qu'il y a de la créativité, il y a de l'efficacité, il y a une capacité, tu vois, à se lancer dans un sprint et à sortir des produits à tout va. Par contre, souvent, il y a aussi une sorte de blocage au scaling, de blocage au fait de stick to one project. Tu vois, reste sur un projet et fais-le évoluer. Mais ça en fait des super side business à reprendre et à développer justement pour des personnes qui ne voudraient pas ou qui n'auraient pas cet attrait pour je réfléchis, je creuse, je lance, je démarre de zéro, je rame de zéro.
Non, peut-être que tu as besoin d'un peu de traction, peut-être que tu as besoin d'un peu de motivation en voyant qu'il y a un truc qui fonctionne, ou peut-être juste que tes compétences, elles sont mieux utilisées à développer qu'à réfléchir à quoi créer de nouveau. Et il y a des gens qui ont développé, alors moi je l'ai développé cette compétence, je pense, de lancer de nouveaux business, mais de manière assez instinctive. Et il y a des gens qui le font de façon industrielle, c'est-à-dire qui créent un business web, qui le référencent, qui font une communauté qui paf, 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 boum, 50 000 euros, salut, au revoir, et le refont, et ils font ça Bien 3 sûr. fois par an ou plusieurs Bien fois. sûr, Ouais. et même plus que 2-3 fois par an. Alors, en France, évidemment, on le voit de manière beaucoup moins agressive, et puis même l'ancienneté de nos plateformes fait qu'on peut pas se dire que voilà, il y en a un volume gigantesque. Mais par contre, sur le marché US, et c'est d'ailleurs ce qui a causé problème à certaines plateformes, c'est l'apparition justement de ce métier de créateur-revendeur. Hmm. Et en réalité, soyons honnêtes, les meilleurs business sont pas ceux qui ont été créés pour être revendus le plus rapidement possible. Les meilleurs business, que ce soit des business de plus grande envergure qu'on a l'habitude de voir sur Dotmarket et que tu as l'habitude de voir sur Alvo, ou des side business dont on parle plus spécifiquement aujourd'hui, les meilleurs side business sont des side business qui ont été créés par quelqu'un qui avait l'envie de répondre à une problématique précise et qui n'ont peut-être même jamais imaginé pouvoir en tirer du profit et encore moins pouvoir en faire une exit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la création de side business peut devenir un side business. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est que C'est exactement ça. et ça, c'est plus ma casquette de chef d'agence, tu vois, et de Cosa Vostra qui est ici. C'est qu'en fait, moi, j'ai vu beaucoup de clients quand on était plus petit, en fait, et qu'on faisait qu'on accompagnait des entrepreneurs pour se lancer, qui avaient du mal à tu vois, à lâcher, je dis une connerie, mais 25, 30 000 euros pour tu vois, un positionnement, un nom, une marque, un site, un truc. Enfin, tu vois, tu avais un truc très construit qui accompagnait vraiment, qui était vraiment l'outil de base. Enfin, avant, pour avoir un magasin avec un emplacement, etc., c'était 100, 200 000, 300 000, enfin, si tu voulais être bien placé. Là, tu parles d'un truc qui pouvait avoir un reach beaucoup plus important et la difficulté de sortir un billet de 20 ou 30 000 euros. Et finalement, ils prennent potentiellement un peu le truc à l'envers. C'est-à-dire que tu vas investir sur le site, tu vas investir sur le truc, tu vas dire, tiens, je fais ça, ça fait des croquettes pour chat bio à base de végétal. Et puis, tu as créé la marque, tu as créé le machin, il y a quelqu'un qui a un terrain, boum, tu le revends. Au lieu de le revendre 25-30, tu dois le revendre 50 parce que tu as peut-être pris un peu de risque, tu as gagné des positions SEO. Donc, c'est un peu de prendre le truc à l'envers. Ouais, exactement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus. Et ça, c'est très ouvert à un designer un peu malin, Évidemment. un dev. Et nous, toi, moi, on évolue dans des univers où, et encore une fois, là, on revient à l'atout du digital. C'est qu'à partir du moment où tu bosses en agence, où tu bosses sur le web de manière générale, tu as déjà les compétences. Oui. Au quotidien, je parle avec des rédacteurs ou des rédactrices, par exemple, qui un jour se réveillent et se disent, mais je rédige du contenu toute la journée pour des clients, pourquoi à un moment donné, je ne les publierai pas sur un blog à moi ou des e-commerçants, tu as des experts en logistique, des experts en marketing, des experts en communication, des experts dans plein de domaines, qui un jour se réveillent et se disent « Mais et si j'utilisais ces compétences finalement sur un projet à moi ?» Et ce projet n'a pas besoin de devenir mon aventure entrepreneuriale à part entière, parce que tout le monde n'est pas fait ou faite pour être entrepreneur à temps plein. Mais par contre, beaucoup de gens ont le potentiel et a l'envie et même, tu vois, le goût du challenge de voir si ils ou elles sont capables de générer un peu d'argent. Et des fois, c'est même pas l'argent qui motive, c'est juste de voir si tu arrives à lancer un produit, lancer un service, attirer du monde. T'as raison. C'est vraiment trouver ses forces. T'es fort en marketing digital, t'es fort, tu le disais, en logistique, en produit. Voilà. Et puis après, tu proposes... moi, je vais te dire, c'est les différentes histoires que j'ai eues sur mes side business, c'était vraiment... en fait, un truc où tu sondes, tu te fais toi-même, tu cherches la carte de visite la plus originale que tu peux créer, et puis tu te dis, bon, bah tiens, j'ai trouvé ça, t'en fais en plastique, t'en fais en métal, tu te dis, ah tiens, métal, c'est pas mal, t'en refais une, t'en refais deux, etc. Après, tu te dis, bah je sais faire à peu près un site, je sais faire un peu du SEO, et puis tu galères, et puis tu te fais aider par des gens, et puis après, tu gagnes tes positions SEO. Le tout, c'est qu'il faut savoir que c'est du boulot quand même. Hein. Évidemment. Ouais. Évidemment. Mais c'est ça qui lui donne aussi une valeur à l'exit. Et c'est là que la notion de rachat peut devenir intéressante. C'est que créer un business, c'est des compétences complètement différentes de venir utiliser tes compétences clés, celles que peut-être tu bosses dans une boîte depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu peux finalement les amener et juste avec ces compétences, appliquer sur un business qui existe déjà, réussir à obtenir un effet de levier parce que c'était ce qui manquait à ce business.
c'est hyper intéressant. Ça, c'est assez, finalement, assez nouveau. Je reviens sur ça s'est déployé et je pense qu'on va venir sur la grosse différence du web avec ce marchand de poulet. Parce que, comme tu le disais, un ton de des pelouses, faire du poulet, ça existe finalement depuis toujours, depuis longtemps. Cela dit, la grosse différence, c'est que tu as un élément de scalabilité, enfin de développement, on va l'expliquer, sur les produits web qui est vraiment très différent. Infini, voire quasiment infini en tout cas. Et c'est évident que là-dessus, ça peut... Je sais qu'on avait échangé de ça un petit peu dans la préparation. Est-ce qu'un side business reste toujours un side business ? Un side business de tonte de gazon ou de poulet, bon, pour en faire ton business principal, à un moment donné, ça va être peut-être un peu compliqué. Bah oui. Tandis que ton side business, ton petit e-commerce ou ton site de contenu a vraiment le potentiel à un moment donné. On ne prend pas dans les considérations de la niche, etc. Parce qu'il y a des sites qui, de base, ne sont pas forcément amenés à pouvoir grossir de manière plus poussée. Mais de manière générale, un bon side business est un business qui peut devenir un business principal entre tes mains ou celle d'un futur repreneur ou d'une future repreneuse. Tout à fait, et je vais imager ça. Tu vois, on reprend ce marchand de poulet du dimanche midi. Bon, il fait ça le dimanche midi. Tu peux te dire finalement, bon ok, ça marche bien, et les gens aiment mes poulets. Je vais le rajouter le samedi midi parce que voilà, idée lumineuse, tu vois. Et puis bon, tu peux dire je vais faire le soir, mais peut-être que le soir les gens mangent moins de poulet, j'aurai intuitivement le voilà. Tu peux dire bon, finalement je vais prendre un vendredi sur 3 et je vais le faire, mais si t'as pas un rendez-vous tous les vendredis, ils vont pas comprendre. Donc soit tu quittes tout et tu te mets à faire du poulet tous les jours, puis en fait tu ouvres une rôtisserie, puis c'est différent. C'est ça. Soit tu continues et c'est un side business, mais à un moment ou à un autre, même si tout le monde se met à adorer tes poulets, tu peux pas en faire 1000 par jour. Enfin, je dis 1000, j'en sais rien, peut-être que tu peux, et avec 3, voilà. Je prends l'exemple des cartes de visite en métal. Moi, qu'on me commande 500 cartes, qui était le minimum, non, ça devait être 100 d'ailleurs, c'était 100 cartes. Mais je pense qu'en commande, j'ai dû faire des commandes de 100 cartes ou des commandes de 50 000 cartes. Pour moi, le travail était le même, en fait. Exactement. C'était exactement le même temps. Enfin, évidemment, une commande de 50 000 cartes, quand c'est une grosse marque d'automobile à demande qui te les commande, tu vas faire un petit peu attention à ce que tout soit bien nickel, bien précis, que ça arrive bien dans les temps. Quand c'est bloqué en douane, tu vas toi-même à la douane le débloquer. Ça prend, si je dois être fondamentalement honnête, un peu plus de temps parce que tu fais plus attention. Mais proportionnellement, tu n'auras pas passé autant de temps que la valeur. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans les side business digitaux, je pense, plus que dans le monde réel, c'est que tu peux vraiment déployer le truc. Tu parlais tout à l'heure un peu de contenu et d'affiliation. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et ce que tu as peut-être vu passer là-dedans ? Ouais, bien sûr. En fait, ça revient un petit peu à décortiquer, tu vois, quels sont les modèles économiques les plus utilisés. Le SaaS, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va pas revenir dessus. Le e-commerce et le dropshipping, en général, ça parle un petit peu à tout le monde. Tout le monde sait à quoi correspond un site e-commerce. Mais c'est vrai que sur la partie site de contenu... Même le dropshipping, c'est pas clair pour tout le monde. Je pense que tu dois l'expliquer aussi après, parce que là, on est dans un podcast plus finance que tech. Mais Ouais. Alors, c'est vrai que le site de contenu, la spécificité du site de contenu, c'est que c'est juste une typologie de site. Mais le site de contenu peut ensuite être monétisé de plein de façons différentes. Et chaque mode de monétisation peut faire appel à des compétences, voire à des goûts. Parce que tu peux aimer faire de l'affiliation ou tu peux vraiment aimer mettre en relation des gens et faire de la génération de leads. Et chaque modèle économique va appeler des compétences différentes et va potentiellement aussi déclencher des valorisations différentes parce que l'affiliation, par exemple, est souvent plus valorisée que la publicité. On rentrera peut-être dans les détails plus tard. Dans l'explication, vous prenez un site comme Les Numériques, par exemple, qui est un des rois de l'affiliation. Ils vont faire des tests d'appareils photo, d'aspirateurs, d'ordinateurs, d'écrans, de tout ce que vous voulez, très tech, généralement. Alors, ils en sont sortis peut-être par moment, mais voilà. C'est intéressant. Hein. Je pense que souvent, voire presque toujours, il faut rester très honnête dans son traitement éditorial, la manière dont on écrit les choses. Pas dire un truc parce que ça paye bien, mais dire un truc parce que vous le pensez. Donc vous testez quelque chose, eux, ils avaient des labos, des choses. Moi, je savais que quand j'allais sur Les Numériques, si je voulais acheter un appareil photo, la note était vraiment très honnête de leur part, quoi. Ils avaient vraiment fait le travail, les tests en labo et tout et tout. Et derrière, sur le côté, tu vas avoir des sites sur lesquels tu peux l'acheter. Donc sur Amazon.fr, évidemment, ou sur Cdiscount, ou sur Pixmania à l'époque, etc.
etc. Tu avais les prix dans l'ordre du moins cher au plus cher. Tu cliques dessus et puis voilà. Selon aussi, de temps en temps, est-ce que tu es prêt à payer 10 balles de plus sur un site chez qui tu as l'habitude de commander ou tu as déjà un compte et tout. Mais eux touchent une commission. Exactement. Moi, par exemple, les livres que je promeus dans Génération It Yourself ou dans d'autres choses, généralement, je le pousse sur Amazon parce que on me le reproche de temps en temps, mais c'est l'endroit où l'affiliation est la plus simple et aussi une des plus rémunératrices pour une raison simple, c'est que dans ton panier Amazon, si jamais tu prends le livre que je recommande, ou qui est recommandé par mon invité, et une télé, et puis beaucoup d'autres choses, eh bien à ce moment-là, je vais toucher aussi une commission sur le prix de la télé, ce qui est pas con. Et il y a beaucoup plus de gens qui vont commander plus de choses sur Amazon qu'ailleurs. Donc exactement. voilà, ça c'est l'affiliation. Ouais. Et ça marche en fait. Des contenus, tu peux te dire, moi je suis spécialiste sur des machines pour les chirurgiens vétérinaires, et ben tu peux faire un blog spécialisé là-dessus et toucher des commissions. Ça fonctionne sur absolument tout. Il y a des plateformes d'affiliation très connues. On peut citer Time One, on peut citer Quanko, on peut citer Trade Doubler. Il y en a plein qui existent et en tant qu'éditeur ou éditrice de site, il suffit entre guillemets, de s'inscrire sur ces plateformes. Amazon a son programme d'affiliation en direct, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il suffit de s'inscrire sur ces plateformes pour avoir accès à des centaines, des milliers d'annonceurs qui proposent finalement, en échange de cet apport d'affaires, parce que c'est de l'apport d'affaires numérique, l'affiliation, si on doit le simplifier et le remettre avec le monde réel, entre guillemets, de te rémunérer en échange des clients que tu vas apporter. Et si ça n'existe pas via ces plateformes, Amazon est un exemple. Ils ont créé leur propre système d'affiliation en direct. Mais aujourd'hui, je connais des gens qui développent, et du coup, on repart à ce moment-là d'un modèle d'apport d'affaires et on sort un peu du vocable affiliation qui sous-entend peut-être une automatisation du processus. Mais finalement, tu peux faire effectivement de l'apport d'affaires avec un professionnel dans un secteur. Ça va te demander un peu plus de travail. Il faut y aller, il faut négocier, il faut peut-être mettre un petit peu de technique en place pour bien faire remonter les clients. Mais en bout de course, tu peux faire de l'éditorial sur un sujet très précis et être rémunéré par un apporteur d'affaires et avoir un business qui a de la valeur. Donc ça, c'est finalement soit du communautaire, soit du référencement naturel. Voilà. Parce que tu vas racheter finalement des bonnes positions en référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Soit tu vas racheter des grosses communautés engagées, des gens avec, je sais pas moi, une grosse newsletter ou des réseaux sociaux assez importants. Là-dessus, comme sur... alors, tiens, avant de rentrer justement sur comment on achète ce genre de business, qu'est-ce qu'on doit regarder, combien ça coûte, comment on négocie, tu parlais tout à l'heure de dropshipping. Tu peux m'expliquer aussi, finalement, on n'est pas loin dans le dropshipping de l'affiliation. Non, effectivement, et le dropshipping a souvent mauvaise presse parce que malheureusement, il a été associé, il l'est encore... Un vieux truc d'influenceur de Dubaï, ça. Ouais. Exactement. Qui te vendent de la daube. C'est vraiment ça, le cliché. C'est exactement ça. T'es pas d'accord ? Non, parce que le dropshipping est avant tout un modèle logistique qui consiste à faire du flux tendu avec des fournisseurs. Le fournisseur peut très bien être ton voisin et tu peux très bien sourcer local et tu peux très bien payer tes taxes en France et tu peux très bien faire tout ça de manière très propre. Donc, le fait que le dropshipping ait été associé à mauvaise qualité, c'est parce qu'effectivement, il est souvent mis en avant dans des formations de gens parfois très connus qui vont t'expliquer qu'il suffit d'aller sur AliExpress, d'acheter des produits à 10 centimes, de les revendre 30 €. Et c'est pas grave si ça met 3 semaines à arriver. C'est pas grave si le produit il est pourri parce qu'il suffit d'en envoyer un autre et que ça t'aura pas coûté cher. Mais tout ça, c'est pas là, on n'est pas dans de la création de valeur. Là, on est juste dans un hack. Et c'est OK de démarrer avec des hacks. J'ai rien contre ça. Il faut tous se faire sa petite expérience. Mais l'association du dropshipping, le dropshipping, c'est pas ça. C'est une grande partie de ça, malheureusement. Mais le dropshipping, moi, j'ai déjà accompagné un couple de retraités, par exemple, qui cédait son business de dropshipping d'abat-jour. On parle de retraités de 19 ans et demi. Mais il y en a, mais là, on parle vraiment de retraités qui partaient à la retraite, qui, pour le coup, c'est une super histoire en plus, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient vendre leur business. Et on les a récupérés via un partenaire juste avant qu'ils ferment tout. Et on a réussi à leur trouver un repreneur qui, lui, pour le coup, tu vois, là, on parle de side business, mais quelqu'un qui a fait le choix du reprenariat, c'est-à-dire de reprendre une entreprise, en l'occurrence digitale,
pour se lancer et faire de l'entrepreneuriat par l'acquisition. Et ce business-là se sourçait en France, en Belgique, aux Pays-Bas, sur des produits très haut de gamme. Je crois que c'était 400 € de panier moyen. C'était une audience CSP++, assez vieillissante. C'est comme un magasin multimarque. Exactement. Mais sauf, est-ce qu'ils mettaient les marques en avant? Est-ce qu'ils disaient... mettaient les marques en avant. Ouais. Sous une belle marque. C'était très bien fait. D'ailleurs, c'était une ancienne boutique physique qui s'était tournée vers le digital pendant la fermeture des magasins physiques. Et là-dessus, il n'y avait pas à dire. Le dropshipping était incroyablement stratégique parce que surtout avec des meubles et des accessoires qui avaient une forte valeur, qui étaient compliqués à stocker, compliqués à envoyer, ça n'a aucun intérêt de vouloir gérer cette logistique en tant que e-commerçant ou e-commerçante. Ça, c'est extraordinaire, ce genre de business à racheter. Moi, je recommande vraiment de regarder vivement. On en a quelques-uns aussi sur Alvo. C'est que tu as du vécu derrière, tu as de la création de catalogue, tu as des clients, tu as une relation avec des fournisseurs. Tu le disais tout à l'heure, en fait, les gens qui créent un business très vite, qui le vendent au bout de 3 mois, il a moins de valeur quoi qu'il arrive parce qu'il y a moins de recul, il y a moins de profondeur, d'ancrage réel. Là, quand tu as quelque chose comme ça, généralement, tu as des contrats potentiellement avec des fournisseurs, une relation de confiance, etc., avec des gens à l'international, et tu revends des produits à des clients qui généralement sont satisfaits, etc. Donc c'est une vraie création de valeur. Exactement. Et surtout, quand tu achètes à des gens d'une autre génération, ça c'était vraiment notre idée de base, notamment tous les retraités, les papy boomers, mamie boomers de France et d'ailleurs, eh bien tu vas toi être capable normalement d'y apporter un regard frais, neuf. C'est évident. Et puis tu vas être capable en général de digitaliser ça bien mieux que dans une grande partie des cas. Celui-ci, je peux te dire que par exemple, il n'y avait pas de pixels, tu vois, de tracking installé, il n'y avait pas de relance de panier abandonné, il n'y avait pas de site responsive, donc adapté au mobile, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et j'en passe, il n'y avait pas de campagne publicitaire. Le repreneur qu'on a mis en contact avec une agence qui lui gère son SIA a fait x2 sur le chiffre d'affaires juste. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ça comme la recette miracle. Tous les business qui ne font pas d'ads ne vont pas faire x2 avec des ads, mais en l'occurrence, celui-ci l'a fait. Moi, je vais te prendre un business parce que je ne fais pas que relancer, on en a racheté aussi. On avait racheté Magma, la newsletter que je vous recommande. T'es abonné à Magma ? Oui, bien sûr. C'est vraiment, je te crois en plus. Je crois pas que tu me dises ça pour me faire plaisir. Si vous l'êtes pas, allez-y. Je ferai un code martingale, j'y penserai, je demanderai ça à l'équipe avec une réduction. Je dois pouvoir faire. Je vais peut-être pas annoncer 50, je vais me faire tabasser, mais au moins 35%. C'est un newsletter qui permet de recevoir. Alors c'est tous les vendredis après-midi, tu reçois les signaux faibles de business à travers le monde. C'est extraordinaire, c'est hyper pointu. On a dedans. Tous les plus gros businessmen et women français qui sont abonnés, tous les gens très très piqués qui veulent tout comprendre en détail, ça coûte que 229 € par an, c'est rien. Et donc voilà, tout ça pour dire que quand on a racheté Magma, on avait un bon alignement. Alors là, nous, on n'était pas sur du SIA, donc de l'achat de mots-clés, mais plus sur des audiences. Les audiences de nos podcasts, les audiences de nos newsletters, les audiences on fait que, en travaillant bien, quelques mois après le rachat de Magma, on a presque doublé, on a en tout cas en 3 mois augmenté de 50% le nombre d'abonnés, parce que Magma, ils sont hyper forts, nos associés désormais, dans un truc, c'est l'éditorial, la recherche de ces signaux faibles. Il n'y a pas meilleur qu'eux. C'est pour ça qu'on les a rachetés, nous on les connaissait comme ça. Bien sûr. Il n'y a pas meilleur qu'eux. Seulement, ils étaient mauvais en un truc, c'est le marketing, la visibilité, etc. Et nous, on sait faire ça. Donc, à un moment, tu alignes des choses. Donc, c'est vraiment l'idée. Alors, comment, Kevin, Comment on les trouve, ces business ? Je veux dire, on a parlé de Dot Market, on parle d'Alvo, il y a d'autres... Comment on trouve ? Et après, je vais te demander comment on les valorise, comment on sent, comment on y va. Il y a plein de façons de les trouver. J'ai envie de te dire, la problématique, mais tu la connais très bien, c'est pas de trouver les business, c'est en général de filtrer le bon du moins bon. Et c'est là que des plateformes comme les nôtres, en général, entrent en jeu et viennent aider finalement à gagner du temps, à gagner en sécurité, à gagner en efficacité. Les trouver, il y a plein de plateformes qui existent. Tu peux même trouver des business à reprendre sur Le Bon Coin, sans déconner. Ah oui, je savais pas.
des personnes qui vont mettre je vends mon site. Voilà, il y a plein de petites de plateformes que moi j'appelle justement les Le Bon Coin du site web. Et bon, j'ai un a priori sur Le Bon Coin, mais on va pas s'étaler là-dessus. Mais le principe du Bon Coin, c'est que chacun peut mettre une petite annonce pour dire ce qu'il a à vendre ou ce qu'elle a à vendre. Voilà, il y a plein de plateformes qui existent et qui proposent de lister gratuitement ou pas ton business à vendre. Il y a plein de groupes Facebook qui permettent de le faire ou de communautés sur Twitter aujourd'hui. Donc, trouver des opportunités, c'est pas le plus dur. Je vous dirais aussi un petit tip que je peux avoir, moi, sur certains business et aussi sur l'immobilier, c'est des marchés comparables sous plein d'aspects. Hein. C'est ce qu'on appelle le off-market. C'est aussi des choses qui ne sont pas à vendre, pas encore. De temps en temps, même les gens qui l'opèrent, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils savaient même pas qu'ils pouvaient le vendre. Et en fait, je reviens sur ce type qui fait du poulet le midi. Si ça vous intrigue et que c'est votre trip et que vous cherchez un truc et que vous voyez qu'il y a un petit couple qui fait ça depuis 20 ans, qu'ils n'ont pas l'air, qu'ils sont tout jeunes, etc. Juste leur dire alors ça marche, tu achètes 1 fois, 2 fois, 3 fois du poulet, tu sympathises, etc. Et puis à la fin, tu leur dis bon, et ton truc, ça en est où? Très bien, mais dis-moi, tu le revendrais pas ton machin? Ben, en fait, ça, c'est le off-market, c'est la beauté, Exactement. c'est là où tu fais les meilleures affaires en général. C'est évident. C'est là où tu passes le plus de temps. C'est là où tu vas devoir évidemment contacter peut-être des dizaines, des centaines de gens. C'est le principe du search fund qui arrive un petit peu en France où tu te fais financer pour trouver ça. Bon, bah, en général, quand tu veux racheter un side business en off-market, tu vas pas lever des fonds pour financer ta recherche. Mais c'est évident que le off-market te donnera toujours accès aux meilleures opportunités. Donc la question, c'est est-ce que tu as le temps de faire ce travail? Est-ce que tu as les compétences de faire ce travail de sourcing, filtrage, closing? Si tu les as, go. Si tu les as pas, c'est là que des plateformes comme les nôtres entrent en jeu pour te faire aller plus vite. Ce que je dirais, moi, c'est que... moi, j'ai une curiosité, je crois, assez naturelle là-dessus. Je vais poncer le chauffeur Uber ou le chauffeur de taxi pour comprendre son modèle économique et comment tout ça fonctionne, même si je veux pas racheter son Uber et son... Donc, ça, je suis toujours à donf, mais je vous recommanderais vraiment de vous mettre dans cette position, c'est-à-dire d'être à l'écoute, plus même, de diguer, etc. Et après, de mettre des annonces chez toi, chez nous, pour recevoir des choses. C'est comme dans l'IMO, c'est-à-dire qu'il faut que tu sentes un peu le pouls du truc, quoi. Exactement. Voir les valorisations, combien ça... Et puis une fois de temps en temps, tu vois des choses qui te plaisent, tu contactes et t'avances un peu juste pour voir, quoi, c'est ça. Exactement. Et l'autre jour, je parlais à un acheteur potentiel qui m'expliquait ne pas forcément trouver sur les plateformes 30 opportunités. Et du coup, il était un petit peu déçu. Il me disait, mais je pensais avoir plus de super opportunités sur lesquelles avancer. Et je lui répondais que s'il y avait 30 plus opportunités par plateforme qui lui conviennent, ça voulait dire que sa thèse d'investissement n'était pas assez bonne parce que ce n'est pas possible que en temps réel, il y ait toujours 30 opportunités qui te conviennent en termes de temps, de budget, de thématiques, de compétences, etc. Et donc, c'est là que ça devient important d'être à l'écoute, et ça peut être via l'inscription via des plateformes, ça peut être via l'écoute de ce qui se passe au café en bas de chez toi si tu cherches un business dans le coin. Le fait d'être à l'écoute doit te permettre à un moment donné de tomber sur là où les opportunités, et plus ta thèse d'investissement, et on pourrait... Alors, c'est étrange de parler de thèse d'investissement quand tu parles de side business, mais pourtant tu devrais rédiger ta thèse d'investissement même pour reprendre un side business. Plus c'est précis et plus il y a de chances que le side business que tu reprends te corresponde vraiment. Et ça, c'est évident il devrait pas y en avoir. Nous, on liste 400 business par an sur DotMarket. C'est pas possible qu'il y en ait plus d'une dizaine par an qui te correspondent. Sinon, c'est qu'il y a un problème de filtrage dans ta thèse. Alors, la thèse d'investissement, c'est quelque chose qu'on connaît bien quand tu es dans le milieu du business, des investisseurs, des ventures capitalistes et des fonds. Ça doit être potentiellement assez large, mais assez précis. Ça veut dire, moi, je veux un business, par exemple, sur telle zone géographique. Je veux un business qui fait entre tant et tant de chiffre d'affaires, qui est rentable ou pas rentable. Je suis OK pour acheter un business qui est pas rentable parce que je vais le rendre rentable. Je voudrais un business qui me prend pas plus de X heures par semaine. Je voudrais un business qui est digital, qui est pas digital. Je voudrais un business, voilà. Vous écrivez tout ça avec potentiellement certaines qui doivent être vraiment absolument
nécessaires, je dirais 5-10, quoi, genre dans lequel si ça ne répond pas à ces critères, voilà, tu passes. Et après, voilà, vous pouvez faire pareil pour votre futur mari ou votre. Mais ça, tu peux faire une thèse d'investissement surtout. Ouais. Non, mais je veux dire, et après les autres, ce sont des options, de l'optionnel, parce que vous trouverez jamais le truc exactement de ce que vous voulez faire, sinon il faut le lancer vous-même. Hein. Exactement. Mais voilà, il y a des impondérables, je dirais. Voilà, sur un side business digital, c'est sûr que si tu attends d'avoir le nom de domaine idéal, bon, bah non, il faut le créer, mais sur un side business, moi, ma thèse d'investissement, par exemple, puisque je suis aussi acheteur et revendeur de side business, pour le coup, en nom propre, pas que via Dotmarket. Moi, je viens de l'univers de l'édition de site, donc ça fait des années que je développe, achète, revends. Ma thèse d'investissement, elle va aussi impliquer des choses comme le CMS. Tu vois, je m'y connais très bien sur WordPress et pas du tout sur d'autres. Je vais pas aller m'avancer pour reprendre un site sur lequel une refonte risque. Ouais. Voilà, c'est trop risqué. Mes compétences clés, c'est le SEO et la monétisation, avec un gros focus sur le CRO, Conversion Rate Optimization, donc l'optimisation du passage à l'action des clients. Je vais chercher que des business sur lesquels c'est ça qu'il faut améliorer. Si je fais du SEO, je vais pas racheter un business qui tourne en SIA, tu vois. Et tu peux finalement rentrer dans des critères qui vont être plus ou moins critiques dans tes chances de succès de reprise du business. Alors ça vaut combien, side business non, mais évidemment, ça peut valoir de 5 000 à 5 millions. Enfin, 5 millions, c'est plus trop un side business, mais ou alors t'as une petite surface financière. Mais comment ça se valorise? Une fois que tu as trouvé, tu vois, là, on a posé les bases, on a posé les sondes. Il faut poser des sondes partout, hein, comme dans tous les trucs dans les finances. Tu as posé tes sondes. Là, tu vois un truc qui te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Alors, première question, combien ça vaut? Puisque c'était ta première question. Quand on a lancé Below 50, on a fait entre guillemets, on a dû couper dans la valo en se disant à un moment donné, pour être sûr et certain que les gens comprennent que c'est du side business, on va mettre des prix maximum à 50 000 euros. D'accord? La réalité, et c'est pour ça qu'on a regroupé avec les marques aussi, c'est qu'un side business ne s'arrête pas forcément à 50 000 euros. On l'a dit en intro, c'est plutôt un ratio entre ta surface financière et ton temps disponible. Donc, un side business, ça peut commencer littéralement à 500 euros. On a des side business à 500 euros. Alors, à vendre? Exactement. Alors, évidemment, à 500 euros, c'est pas encore un side business qui te rapporte quoi que ce soit, mais ça peut être quelque chose qui te mette le pied à l'étrier si tu veux te former, par exemple, en SEO. Tu peux démarrer, plutôt que de démarrer de zéro, en rachetant un petit blog qui fait quelques centaines, quelques milliers de visites et aller jouer avec. Okay. Faut voir, moi, tu vois, tu me vois grimacer à 500 euros parce que je me dis, bon, quelqu'un qui fait 500 euros qui vend ça 500 euros, ça veut dire qu'il ne doit même pas faire 500 euros de chiffre d'affaires par an. Ça veut dire que c'est tout petit. Mais c'est pour te dire que quelqu'un qui veut vraiment mettre le pied à l'étrier, et là, on parle vraiment de l'étape de formation, tu peux décider d'apprendre sur quelque chose de concret qui va te coûter le prix de ta formation. Concrètement, tu mets 500 euros de formation, 500 euros dans un petit blog, et pour 1000 balles, tu as de quoi commencer. Évidemment, si on doit qualifier ce qui représente vraiment du side business, on va plutôt monter sur quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros et se rapprocher de quelque chose qui va te permettre de dégager un petit peu de cash, un revenu complémentaire finalement. Souvent d'ailleurs, c'est ce que les gens cherchent sur Google. Hein. Ils tapent pas racheter un side business, ils tapent générer un revenu complémentaire, gagner plus d'argent, revenu passif, etc. Bah ça, tu vois, ça revient à la notion de combien ça peut te coûter. Bah, on va dire qu'en moyenne, entre 10 et 20 000 euros, tu peux avoir un premier side business qui commence à être intéressant. Ça nous amène à la question de la valorisation. Et concrètement, si tu mets 20 000 euros sur la table, combien tu génères chaque mois? Ça te donne le calcul derrière. Nous, je vais te donner une règle toute simple qui est valable cette année et qui évolue chaque année, mais sur les 150 business qu'on a vendus depuis le début de l'année à moins de 50 000 euros. Donc, j'exclus volontairement tout ce qu'on a pu traiter sur Dotmarket au-delà de ça. Mais on a une matrice de valorisation qui dit que cette année, un business e-commerce, ça se revend en moyenne 17 mois de profit. 17 mois de profit, ça veut dire 17 mois de profit. Je réfléchis parce que j'essaie de le remettre au chiffre d'affaires, mais ça dépend de ton ratio profit et chiffre d'affaires. C'est pour ça que j'insiste bien sur le profit, parce que
sur des side business, tu t'intéresses pas spécifiquement au chiffre d'affaires. Ce que tu veux, c'est savoir combien tu as à la fin dans ta poche. Et c'est pour ça que c'est extrêmement profits, c'est différent marge des très brute. gros business. Exactement. Marge brute. Donc, mettons que tu vends je sais pas moi, je dis des conneries, mais du bois. Ton bois te coûte pas terrible à vendre sur Internet, mais bon, mettons que tu fasses 1000 de chiffre d'affaires et que ton bois te coûte 50, ta marge brute, c'est... pardon, 500, ta marge brute, c'est 500. Donc, tu vas faire 17 fois 500 et tu vas regarder un peu, sachant que tu peux avoir d'autres coûts. Tu peux avoir d'autres coûts, voilà, exactement. Peut-être juste tu as les plugins, si tu as Shopify, tu as ton abonnement Shopify. Si Pardon, ça pourrait être EBITDA, ça pourrait être marge nette plus, mais ouais, t'es entre les deux, enfin, ça c'est dépend. ça. Okay. C'est pour ça que c'est assez différent des business que tu as l'habitude de voir au quotidien et c'est pour ça qu'on l'a séparé. Là, tu me posais la question, comme ça on le sortira, mais pourquoi est-ce qu'on a démarré avec Below 50 alors qu'on aurait pu dès le début faire ça sur DotMarket? Simplement parce que c'est deux marchés différents. Les valorisations sont différentes, les audiences sont différentes, le modèle de travail est différent. Et donc, il y a quelques mois, on a fait le choix de sortir finalement une partie de cette activité sur une plateforme dédiée qui s'appelait Below 50 pour justement aller tester ce marché du side business et prouver qu'il y avait un modèle économique. Et on l'a ramené dans DotMarket une fois qu'on a été capable de déterminer comment est-ce qu'on travaille avec cette audience versus l'audience reprenariat versus l'audience M&A. Et la grosse différence que tu observes aussi, j'imagine, sur les plus petits business sur Alvo, c'est que les modèles de valorisation sont juste pas du tout les mêmes. Quand tu travailles sur un dossier M&A, tu vas parler de chiffre d'affaires, de BE, tu vas faire rentrer en compte des choses, le poids de la marque, la communauté, l'ancienneté, qui vend. Sur un side business, tout ça, ça disparaît. Tout ce qui t'intéresse, en quelque sorte, c'est combien il fait ce business concrètement dans ma poche à la fin du mois. Et moi, en fait, j'achète un multiple de ça. Basta. Alors, c'est pas énorme, hein, 17 mois de profit. C'est pas énorme du tout. Regardez, vous achetez, alors ça peut paraître vertigineux, hein, ce que je vais dire, mais vous achetez un business à 50 000 euros. Donc 50 000 euros, tu dis, tu fais 17 mois de profit, ça veut dire qu'il rapporte 3 000 euros par mois. Je vais m'engager dans un truc où je vais devoir rembourser, ou payer. Alors, tu peux l'acheter, tu me diras, sur beaucoup plus que 17 mois de profit. Tu peux l'acheter sur 34 mois de profit. Exactement. Ça dépend de l'emprunt. Alors, on va voir après si on peut emprunter et comment. Mais donc, ça veut dire que, typiquement, dès le mois 1, où tu rembourses, tu peux te dire, en fait, je vais gagner 3 000 euros par mois. Je vais en rembourser 1 500. Et dès le premier mois, en fait, je fais 1 500, je suis positif, quoi. Exactement. Donc ça peut vraiment être une boucherie, en fait, ce truc. Exactement. Sur les side business, encore une fois, on va pas s'attarder sur les business au-delà parce qu'on s'est dit, on parle vraiment des side business aujourd'hui. Et ces calculs-là ne tiennent plus forcément la route si tu commences à taper des business digitaux beaucoup plus gros. Mais en tout cas, la beauté de l'univers des side business digitaux, c'est qu'effectivement, on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement abordables. Tu es sur du 30, 40, 50, 60% de rendement annuel. C'est assez gigantesque, avec tous les risques que ça implique. Gros disclaimer. Oui, bien sûr, mais quand même. Tu as raison, mais évidemment, je rappelle toujours, et ces disclaimers sont très importants sur la martingale, toutes ces choses-là sont risquées. Ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, c'est pas complètement rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que tu dis, oui, mais si j'achète des murs, ils auront toujours une valeur. Bon, à moins que tu fasses un gros carnage ou que tu te fasses arnaquer, normalement, quand tu achètes un bon business en ligne qui tourne bien, je veux dire, il n'y a pas de raison, si depuis, j'ai dit une connerie, mais ce truc qui fait 3 000 euros par mois de profit, il fait ça depuis 2-3 ans, en plus il est en croissance, qu'il y a un an il faisait que 2 000, qu'aujourd'hui il fait 3 000, il n'y a pas de raison que le jour où tu le rachètes, il passe de 3 000 à 500 en fait. Tu vois, ça descend pas, ça fonctionne pas comme ça. Il y a quand même une certaine inertie. Il y a du business qui tombe. Il y a il peut y avoir des éléments exogènes qui font que tout Google, un compte publicitaire qui serait bloqué. Ouais. Mais même si ça arrive, évidemment, c'est scénario catastrophe. Mais je m'étais amusé à calculer. Je crois qu'il faut 90% de pertes sur ton business pour revenir à un 10% de rendement annuel. Et 10% de rendement annuel, sauf erreur de ma part, c'est toujours bien au-delà de pas mal des rendements annuels traditionnels. Alors, c'est un échec si tu rachètes un business et qu'il perd 90%, c'est évident, mais ça n'est pas censé arriver. Ça peut arriver, mais ça n'est pas censé arriver. Et évidemment, plus ta due diligence
Parce que c'est pas parce que tu fais du side business que tu dois pas faire une due diligence aussi poussée que sur un business traditionnel ou plus gros. On Tu va vous dois être expliquer. capable de limiter ces risques-là, évidemment. La due diligence, c'est une pratique qui est très courante, voire nécessaire, voire obligatoire dans ce qu'on appelle le M&A, la fusion-acquisition, donc l'achat d'entreprises. Là, on parle d'achat d'entreprises, même si ce sont des toutes petites entreprises, ou ça peut être des actifs digitaux. Donc, c'est pas forcément une entreprise, c'est juste un site avec tout ce qui va autour. Qu'est-ce qu'on fait dans la due diligence? Qu'est-ce qu'on regarde, en fait? Ça veut dire quoi? Alors, tu regardes à peu près les mêmes choses que sur un business classique. Mais la spécificité sur un business digital, c'est que ton enjeu, c'est pas seulement, et moi c'est souvent comme ça que je pitch DotMarket, notre enjeu, c'est pas spécialement de démontrer la bonne santé financière du projet, c'est de démontrer que sa bonne santé financière est corrélée à une bonne santé digitale. Et si tu as les deux, à ce moment-là, ta vraie bonne santé financière peut être pérenne. Je comprends. Donc il faut avoir quelque chose, mais oui, voilà. Alors je vais revenir, mais dans lequel tu vas lister un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que tu es bien propriétaire, je dis des conneries, mais du nom de domaine. Exactement. Est-ce qu'il est bien à vendre dans tout ça? Quels sont quel est l'état du logiciel que tu utilises? Tu parlais de WordPress, Drupal, Shopify, Exactement. etc. Combien ça coûte? Est-ce que tu as... alors, il faut faire aussi des engagements. Hein. Alors ça faut se faire aussi un peu accompagner là-dessus éventuellement. Hein. On le fait, vous le faites. Il y a des avocats qui le font. Mais par exemple, un engagement sur le fait qu'il n'y ait pas par exemple, de litige en cours, que de temps en temps, on va te vendre un business, puis tu vas découvrir qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais non, mais la marque, elle n'est pas à vous. Vous êtes en train de... Voilà, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, il doit y avoir des engagements de la part des cédants qui font tout ça. Et donc, voilà. Donc, vous cherchez un peu de due diligence à droite à gauche, mais c'est quelque chose d'assez sérieux parce que c'est un peu comme regarder sur une voiture, s'il n'y a pas de rayures, si le moteur fonctionne et qu'il est propre, si elle n'est pas passée, on dit sur le carreau, qu'elle n'a pas eu un gros choc ou quelque chose. Bon, c'est inspecter tout ça. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Tu dois faire passer un petit peu le contrôle technique où un ami me donnait quand je lui expliquais tout ça, il m'expliquait que lui, quand il allait checker une voiture à racheter, il y allait avec son kit et puis il le branche. Et alors, moi, je m'y connais pas du tout en rachat de voiture, mais il m'expliquait c'est simple, je le branche, j'ai mes indicateurs et je sais plus ou moins ce qui va sur ou pas. La voiture récente, ouais, c'est le cas. Ouais. Voilà. Nous, finalement, ce qu'on t'invite à faire, c'est un peu la même chose. Tu vois, il faudrait inventer un kit que tu plugues sur un site web et qui te dit vert, 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 orange, rouge. Mais ça, c'est notre travail au final. Tu vois, si le site est listé chez nous, c'est qu'il a passé ce premier check, tu vois, ou ce premier kit de contrôle. Et après, nous, on a fait le choix, par exemple, mais comme vous, avec la solution M&A que vous mettez à disposition, de fournir en fait les ressources. Donc, on a développé un très riche guide qu'on va appeler d'analyse, pour pas tomber dans le vocable M&A parce qu'on est sur du side business et qu'il faut faire attention à certaines choses, mais un très riche guide d'analyse dans lequel on te dit, vérifie la répartition du trafic par page, la pérennité des canaux d'acquisition, les mots-clés sur lesquels tu es ranké, les contrats avec les fournisseurs, la marge produit, les retours clients, les avis clients, autant de petites choses, et chaque business aura ses petites spécificités, évidemment. On peut se faire financer pour avoir un side business, parce que le problème, c'est ça, c'est toujours le cash. Je veux dire, moi, j'ai pas mal de potes dans la finance, plein de gens qui, en fait, arrivent dans la midlife, voire la midlife crisis, hein, tu vois, la petite crise de la quarantaine, etc., qui se disent « Ah non, mais j'ai loupé mon truc, j'aurais dû », et puis ils commencent à lorgner là-dessus en se disant « Bon, en fait, je vais commencer par ça ». Mais il faut quand même avoir du cash, même 10 000, même 50 000. Enfin, je veux dire, tu vas voir, moi je vais voir mon banquier, je lui dis je voudrais racheter ce truc-là. En fait, autant ils sont très équipés sur de la M&A, de la fusion-acquisition de haute voltige, autant le side ton business banquier privé, digital, voilà, ils connaissent pas. Non, exactement. Alors, c'est vraiment de l'humain là. Il y a du cas par cas et je vais pas dire que tous les banquiers, toutes les banquières vont systématiquement te refuser un crédit pour racheter un side business digital, mais quasi systématiquement. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître... Alors déjà, il y a quand même une géniale liquidité sur ce marché. Je vais pas dire que tout le monde a 50 000 euros de côté, c'est pas vrai. Mais beaucoup de gens ont quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros de côté, prêts à être investis, des fois en solo, des fois avec des potes, des fois avec des collègues, des fois avec des investisseurs, pas forcément des investisseurs corporate, tu vois, mais des personnes qui vont les aider à se lancer. Ça, on le voit beaucoup.
une chose qui a fait son apparition avec la crise du crédit actuelle, c'est l'apparition du crédit vendeur. Chose qu'on voyait absolument pas et que tu vas nous expliquer, c'est quoi le crédit vendeur? Écoute, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais, hein, mais il y a le crédit vendeur, en fait, c'est que tu vas acheter, le vendeur va te faire une sorte de crédit. Généralement, tu vas payer plus cher. Le site que tu aurais payé 50 000, tu vas le payer 60 000. Il prend son risque, tu prends le tien. Mais toi, en échange de ça, tu lui fais, je dis les versements de 3 000 tout à l'heure, bah, tu vas lui verser 3 003 pendant les 17 mois à suivre. Le vendeur joue la banque. Le vendeur joue la banque. Alors souvent, il va demander un minimum de cash, et c'est normal. Peut-être 20 000 upfront en amont pour voilà. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui est très intéressant parce que ça donne aussi l'impression que le vendeur est sûr de ses bases. C'est-à-dire que t'as pas de loup dans le truc. Si jamais il y a un loup derrière, au bout de 6 mois, 8 mois, tu veux lui dire, hey, Coco, t'es gentil, mais voilà. Après, il y a un risque que si t'es pas capable de rembourser, à un moment, il reprend son bien, tout ou partie selon le deal qui a été prévu en amont. Donc, faut bien payer aussi ses traites. Je pensais aussi finalement à des solutions comme Roundtable, je sais pas si tu vois, qui te permettent de faire des SPV. Donc tu peux créer une société avec des investisseurs qui vont dire bon bah sur les 50 000 dont j'ai besoin, moi je vais en apporter 10 000, je vais faire une société qui est plus valorisée, je vais avoir des gens qui vont en apporter 20, et puis là tu vas aller emprunter que 20 000 aux banquiers. Les banquiers, il faut voir que en fait, ils ont quand même souvent, hein, c'est aussi leur métier, leur modèle économique, ils ont envie de t'aider. Ce qu'ils veulent, c'est des garanties. Donc si tu donnes plein de garanties, si tu es prêt à donner une hypothèque sur ta maison, en fait, il va te le prêter l'argent. C'est évident. Donc voilà, c'est aussi l'idée, c'est de se dire à quel point tu es OK et tu es prêt à t'engager jusqu'à l'épaule pour racheter ce business, à quel point tu es sûr de toi, et ça, tu le sauras grâce à la due diligence. Donc c'est possible. C'est ce qu'on est en train de dire, hein, de se financer. C'est possible. Soit par le vendeur, soit par tes potes, soit par le banquier si tu fais bien le truc, soit par une sorte de mélange de tout ça. Exactement. Et voilà, moi je suis toujours surpris par tu vois, le willpower, quoi, la volonté réelle des gens, si tu veux vraiment. Excusez-moi pour ces anglicismes, hein, mais j'allais dire, mais quand when there is a will, there is a way. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Eh bien, voilà, c'est vraiment. Vous laissez pas abattre là-dessus juste parce que vous n'avez pas les moyens. Il y a toujours des moyens de financer ce genre de choses. Qui est-ce qui rachète sur Dotmarket? Qui est-ce qui rachète Est-ce que tu as un profil type? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un Parisien? Est-ce que c'est un Marseillais? Est-ce que c'est extrêmement varié. On a essayé de le faire. On s'est amusé à le faire. Tu te doutes bien, au début de l'histoire de Dotmarket, d'essayer de comprendre qui étaient les acheteurs. Là, spécifiquement, si on parle de qui rachète des side business, c'est de plus en plus difficile de dire tiens, il y a un profil type et je fais une publicité qui cible spécifiquement les hommes ou les femmes de tel âge et de telle ville et autres. Dans un sens, la pandémie a créé finalement cet attrait pour le digital et cet attrait pour le side business et cet attrait pour le revenu complémentaire et la liberté chez des audiences qui peut-être n'y avaient jamais pensé avant. Et aujourd'hui, on vend des side business aussi bien à des grosses boîtes qui finalement oublient la notion de side business et c'est juste que c'est un actif stratégique à reprendre, que des jeunes en sortie d'école qui prennent un side business justement pour commencer à générer un revenu parce que peut-être que le marché du travail n'est pas exactement ce qu'il était il y a quelques années et que c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes, tu l'as dit tout à l'heure, des personnes en midlife crisis qui ils ont envie de quelque chose, ils sont pas forcément prêts à se lancer dans le reprenariat et du coup l'étape avant le reprenariat, donc la reprise concrète d'entreprise, c'est le side business qui n'est pas un side business dans leur esprit, mais en tout cas c'est un premier pas, un premier pied à l'étrier et il y a beaucoup d'audience de plus en plus. Ce qui est extra, c'est que en fait tu te rends compte que on peut pas forcément, enfin, on pourrait écouter cet épisode et ceux qui sont encore là, certains se disent peut-être non mais les mecs ils planent et en fait c'est pas pour moi. Vraiment reconsidérer ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi cet été c'était un couple d'enseignants en Corse à qui je louais la maison. Alors ils avaient déjà un peu cette fibre puisqu'ils louent sur Airbnb depuis 5, 6, 7 ans. C'est du side business. C'est du side business, déjà t'as raison. Hein, mais en plus eux planifiaient, s'approchent de la retraite, de racheter un side business. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils, tu vois, dans leur thèse typiquement c'était de se dire je veux quelque chose qui me permet de pas être
coller en Corse, enfin de pouvoir l'opérer de partout, quoi. Et ça, il y en a plein en fait. Plein de trucs. Tu parlais des contenus, de certains trucs de e-commerce dans lesquels en fait, moi, les plupart de e-commerce que j'ai eu, je voyais pas les produits. C'est-à-dire que je les faisais livrer dans un entrepôt à Roubaix, et de Roubaix, c'était shippé dans toute l'Europe, quoi, tu vois. Exactement. Et je voyais pas les produits. Alors, tu as des problèmes de temps en temps de... Ah oui, je voudrais venir notamment de revenus passifs ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, typiquement, des choses comme l'affiliation, ce qui est absolument génial, c'est que c'est un vrai revenu passif. Alors, tu as une activité d'écriture, mais qui peut se faire à son rythme. Il faut quand même être présent, il faut idéalement travailler un peu tous les jours, etc. Mais t'as pas de mauvaise surprise là-dessus, tu vois. Quand tu gères un e-commerce et que tu as des clients ou beaucoup d'autres side business, même ton poulet, on peut te dire il était pas cuit, ta pelouse, elle était mal tondue. Faut aussi regarder bien dans ta thèse, quoi, hein, le côté de passivité, quoi. Tout à fait. Moi, tu sais, j'ai démarré sur Internet avec le rêve du revenu passif. Mes premiers sites, ça date de 2012. Je les ai créés pour devenir riche sans rien faire. Alors, évidemment, j'en suis revenu, mais tu vois, c'est comme ça que j'ai démarré sur Internet. Il est devenu riche, mais il fait beaucoup, c'est ça. Il n'y a pas de revenu passif, mais par contre, c'est la réalité qu'il y a du revenu résiduel. Et on le disait tout à l'heure, à un moment donné, tu peux être capable, si les compétences sont là, si le projet est là, de décorréler le temps passé des gains générés. Et c'est beaucoup plus facile de le faire avec l'affiliation, c'est vrai, parce que tu peux regrouper par exemple ton travail sur un site d'affiliation. Moi, c'est encore mon cas, j'en ai plusieurs en gestion qui me prennent 1 heure par semaine par exemple, mais qui vont générer un revenu qui est gigantesque par rapport à l'heure passée. C'est ça. Avec un site e-commerce, tu peux pas juste bosser 1 heure par jour. Parce qu'en fait, tu peux pas bosser juste 1 heure par semaine parce que de base, juste gérer tes colis, le SAV, etc. va te demander plus de temps. Alors, tu peux le sous-traiter, tu peux gérer une équipe, mais tu vas avoir une décorrélation un peu plus forte entre le temps passé, une corrélation un peu plus forte, pardon, entre le temps passé et le revenu que tu vas être capable de générer. C'est super intéressant. Beaucoup de choses à voir là-dessus. Le revenu passif, c'est vraiment quelque chose qui me tracasse ou qui m'interpelle en ce moment parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Tu vois, je parlais ici de mon co-living qu'on a monté il y a quelques mois à Colombes. J'ai fait un épisode dessus que je vous recommande parce que c'est vraiment passionnant. Mais là, quelques mois après l'opération, je vous fais une petite confidence. Je me rends compte à quel point gérer un co-living avec 10 personnes, post-travaux qui sont pas tous parfaits, puis ça a été fait, même si c'est 1 an, ça n'a pas été fait vite dans le sens à la va-vite, mais ça a été fait, tu es en train d'opérer, en fait ça nous prend un temps monstrueux, beaucoup plus passif. Voilà, c'est pas du tout passif, quoi. Et voilà, et le mythe du revenu passif est quand même assez, voilà. Je réalise en faisant tout ça que mes podcasts sont aussi des side business, c'est assez drôle, donc on boucle la boucle. J'avais probablement 1 ou 2 petites questions oui, c'est peut-être pour boucler le truc, je trouve ça intéressant. Je vais avoir 2 questions. Je vais commencer par la première, qui est qu'est-ce que tu vois en ce moment comme side business ou sur lesquels il faut y porter spécifiquement de l'attention? Je ne sais pas s'il y a des univers spécifiques, des choses comme ça. Des univers spécifiques, je vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui bougent en termes de référencement, notamment en termes de qu'est-ce que Google attend, notamment des marques ou des sites qui comparent des marques, etc. Par contre, c'est pas difficile de percevoir que si les SaaS ont autant explosé aux US, il n'y a pas de raison que ça arrive pas en France. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui cherche à automatiser. L'intelligence artificielle permet de le faire de manière de plus en plus simple. Donc, c'est pas me mouiller trop que de dire qu'on va voir de plus de gens qui, au lieu de créer un site de contenu ou un site e-commerce, vont essayer de créer un service en ligne sous forme de SaaS. Et c'est tant mieux, parce que c'est le modèle économique le plus génial du monde. Il n'y a pas à dire une fois que c'est lancé. Donc ça, c'est un pari évidemment sur l'avenir. Et le second pari sur l'avenir, et qui va nous intéresser tous les deux pour le futur de nos business, c'est qu'il n'y a pas de raison que les gens arrêtent de créer des side business et des business digitaux et des business de manière générale, parce que je pense juste que c'est lancé. C'est acté que de plus en plus de gens ont envie de leur liberté financière, géographique, etc. Et c'est pas prêt de changer. Dernier point là-dessus, il y a des gens. Alors récemment, j'ai reçu Eli Koubi sur Génération It Yourself, qui est l'associé de Frédéric Bius, Expérience Capital. Ils sont très spécialisés
dans le rachat c'était Sandro, Maje, Claudie Pierlot, de petites marques de vêtements. Quand je dis petites, c'est quand même plus gros, c'est entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils les emmènent à 100 millions, 150 millions, et après ils disent c'est plus notre spécialité. Donc j'imagine qu'il y a aussi la même chose. Est-ce que tu as vu ça dans les cycles, c'est-à-dire des gens qui rachètent des side business, qui les font grossir, qui se disent bon bah là ça va devenir un vrai business ou un trop gros business, c'est pas mon terrain de jeu, donc je le revends. Bien sûr, et c'est vrai que ça pourrait être une tendance, et c'est pareil, aux US, ça cartonne, et nous on l'appelle la rénovante en interne. Et pour les amateurs et les amatrices d'immobilier, on rachète un appart, on le retape, on le revend avec une plus-value. On peut faire pareil avec un business, alors tu peux le faire sur des business à 5-10 millions que tu passes à 100 millions, mais tu peux le faire avec des side business que tu rachètes à 1000 euros par mois et que tu revends quand il fait 10 000. Le x10, il n'est pas inintéressant. Et là, tu dis 10 000 à 10 000, tu ne gagnes que 9 000. Mais c'est là où je te disais que c'était des drames de ma vie. Oui, par mois. C'était un des drames de ma vie, moi. C'est que je suis fort dans le lancement. Mais je vois des gens qui ont pu racheter certaines des boîtes qu'on a créées. En fait, nous, on les emmenait à 1, 2, 3, 5... 10 millions de chiffre d'affaires, puis derrière, eux vont te les envoyer à 100. Quand tu vends une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires ou que tu vends une boîte qui fait 100 millions, il y a un ratio de 1 à 10, il y en a un qui prend 90 millions de plus. Quoi. Toi, évident. Tu te dis, je suis pas dans le bon côté. Donc, réfléchissez bien à ça parce que cette boîte dont on parlait tout à l'heure, vous allez racheter même 30 000 euros ou 50 000 euros, la revendre 500 000, ça, l'immobilier ne le permet pas. Hein. Genre le x10 aujourd'hui, en tout cas, c'est pas dans les trucs. Donc, il y a énormément de choses, je crois, qu'on a couvertes aujourd'hui qui sont assez intéressantes. On peut commencer tout petit, ça c'est ce que tu as dit, sans prendre trop de risques. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment de vous abonner à dotmarket.eu, à alvo.market, de recevoir des annonces. Nous, si vous vous abonnez, vous recevez des annonces, j'imagine c'est pareil, mais c'est pareil. Toutes les semaines, il y a une newsletter, vous pouvez vous mettre des alertes aussi selon votre thèse à vous. Vous allez recevoir en direct les annonces en premier moi j'en reçois plein, à chaque fois je me dis waouh, c'est chaud, ça me plaît trop, c'est un de mes problèmes aussi. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. L'inscription à la plateforme pour recevoir les alertes est évidemment gratuite. Il y a un paywall, un abonnement pour pouvoir débloquer, contacter et avancer sur la formulation d'offres auprès des vendeurs. Mais l'inscription pour recevoir cette veille, qui, on l'a dit, est la toute première étape, est gratuite. Très bien, donc dotmarket.eu. Toi, on peut te contacter, Kevin Jourdan, on va sur LinkedIn, on t'ajoute et puis c'est parti. Exactement, avec plaisir. Ou via le formulaire de Dotmarket. Tout à fait. C'est quoi ta martingale à toi, Kevin ? Tu sais, c'est quoi le dicton qui dit qu'il ne faut pas consommer ta cam et moi, je la consomme. Je suis éditeur de site depuis toujours. C'est ce qui me passionne. C'est ce qui fait notre edge sur le marché. On est la seule plateforme gérée et créée par des gens qui éditent des sites au quotidien. Et malheureusement ou heureusement, ma martingale, c'est la rénovante pour le coup. Tu vois, c'est vraiment mon kiff, c'est de trouver des petits sites à racheter qui rentre dans mon scope de responsabilité et mon temps disponible qui est de plus en plus réduit malheureusement, mais trouver des petits sites, les retaper, les revendre, sans hésiter. Je te parlais de Magma tout à l'heure, j'ai fait la même, c'était le premier site à vendre sur alvo.market et on l'a acheté, donc voilà. Merci beaucoup Kevin, c'était passionnant, c'est intéressant, c'est différent, je pense que c'est une vraie martingale, c'est très risqué, et ça peut ne pas l'être tant que ça, si vous êtes dans un univers que vous connaissez. Donc voilà, soyez prudents, renseignez-vous. Et on parlait notamment de due deal. Il y a une chose très importante à faire, je voudrais finir là-dessus peut-être, mais interrogez les clients et les fournisseurs. Déjà, ça vous donnera une bonne idée. Et voyez si vous sentez les gens avec qui vous rachetez ça. Une grosse question de karma là-dessus. Si vous les sentez pas, il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous les sentiez pas. Et avancez pas trop avec des gens sur lesquels vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Et faites-vous accompagner. Il y a des vrais professionnels qui peuvent accompagner à toutes les étapes. Faites appel à eux, faites appel à elles. Ils sont là pour ça. Merci Kevin. Merci Mathieu. Merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. Partagez ça à vos potes, vos copines qui en rêvent ou qui veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous en faites partie, réfléchissez au reprenariat. C'est le feu, le reprenariat. C'est là où tout se passe en 2023. Allez, à la semaine prochaine. Merci pour tout. Oubliez pas de vous cliquer sur m'abonner à ce podcast. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné sur Spotify, sur Apple, me laisser une petite note sur Apple Podcast. C'est sympa. Ça fait remonter dans les classements. Voilà, partagez et notez. C'est bon. Merci. Salut. À plus.